Merci d'être à nos côtés. On est sur ce plateau des représentants de PXN et plus principalement de PXN Expo. Et nous sommes accompagnés de Maxime Brévard, mission achat du ministère de la Culture, que je laisserai se présenter plus en détail tout à l'heure. On vous fait un énorme déso de la part de Stéphanie Orlec-Matevet qui devait être parmi nous et qui a eu un maxi empêchement. Elle est absolument confuse et elle regrette de ne pas être là. On va parler aujourd'hui de commande publique, sujet qui, malgré son aridité apparente, soulève souvent de nombreuses discussions. Et juste dans un premier temps, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin et qui n'ont pas assisté à la rapide présentation de Chloé Jarry, qui est notre coprésidente de PXN, je vais demander à Sylvie Carlier, co-secrétaire du... Ne souffle pas, ça fonctionne, les régisseurs sont... Ouais, t'inquiète. Donc Sylvie Carlier, productrice Anima Viva et co-secrétaire du Collège Expo de PXN. Bonjour. Je vais présenter PXN à ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais j'ai l'impression, en regardant la salle, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne sait pas. PXN, c'est donc un collectif de producteurs d'expériences numériques, c'est le terme consacré. C'est très large, donc on est répartis en plusieurs collèges. Nous, là, on est la partie émergée du Collège Expo, des producteurs d'audiovisuel et d'expériences numériques pour les musées et les expositions. Mais il y a aussi un collège série web, il y a un collège des savoirs, il y a un collège XR, évidemment, voilà. Et donc, nous, le Collège Expo, on a entamé, il y a un peu plus d'un an, une démarche de rencontre avec les maîtrises d'ouvrage et les ministères qui nous amène ici aujourd'hui sous la houlette de PXN. Voilà. Merci beaucoup Sylvie. On termine rapidement ce tour de table avant de rentrer dans le vif du sujet. Maxime, je te laisse te présenter. Ça fonctionne. Bonjour, donc moi je suis Maxime Brévard, je suis responsable du pôle stratégie et ingénierie achat au ministère de la Culture, adjoint à la chef de mission ministérielle des achats. Merci beaucoup. Je te laisse, Jérôme, te présenter. Rapidement, donc, Jérôme Fillet du Crap Fantôme. Donc, je suis membre de PXN et je copilote le Collège Expo avec mes deux camarades ici présentes. Merci beaucoup. Et donc, moi, je m'appelle Laurent Giuliani, je suis productrice également d'une société qui s'appelle Aken. On produit des expériences sonores immersives pour des musées, des lieux de patrimoine, principalement. On vous propose aujourd'hui de regarder sous le capot des travaux qu'on mène chez PXN, et pas tout seul, depuis un peu plus d'un an maintenant. Sylvie l'évoquait à l'instant. Repositionner un petit peu un contexte qui s'est fait de façon finalement très spontanée. On est en 2021, on sent au sein du Collège Expo que la question de la commande publique génère des interrogations quand c'est pas des crispations, et on se dit peut-être on peut essayer de travailler ensemble autour de cette problématique. Et quand je dis ensemble, c'est que très vite en fait le groupe de travail s'est constitué de façon très transverse, puisque sur l'invitation du Collège Expo de PXN, assez rapidement, même tout de suite, nous ont rejoint des institutions culturelles, muséales, dont Universcience, je l'évoquais tout à l'heure, le Centre des Monuments Nationaux, le Musée national d'histoire naturelle se sont positionnés très vite. Paris Musée nous rejoint actuellement sur ce groupe de travail. Et puis on a eu la chance d'être accompagné par la direction des achats de l'État, qui est présente aujourd'hui, et on le remercie infiniment, qui a été vraiment un élément pour nous indispensable, à la fois pour y voir clair sur les do's et les don'ts, pour dire non, les articles de loi disent ceci et pas cela, puisque en fait tout le monde manipule ce sujet, mais sans jamais en être expert, et nous les premiers d'ailleurs. Donc c'est bien ici, non pas un propos d'expert qu'on vient vous délivrer, mais plutôt vous faire état d'un work in progress sur ce qu'on est en train de faire au sein de ce groupe de travail, qui est donc, comme je le disais, hybride. Et on a la chance d'avoir été rejoint par le ministère de la Culture, notamment au travers de Maxime sur la mission achat, et par le service des musées également.
On a mené une série d'ateliers, on est plutôt fiers de nous parce qu'on en a quand même mené 5 en un an, et vu les agendas de chacun, c'était pas tout à fait évident. Donc c'est un travail de longue haleine et on sait qu'on n'a pas fini. Là, on vient un petit peu resserrer ces éléments de contexte parce qu'on vient s'inscrire, enfin en tout cas on a vocation à essayer de s'inscrire dans le cadre du plan de relance France 2030. Vous savez que 10 objectifs ont été positionnés et que les ICC, les industries culturelles et créatives, ont l'immense bonheur d'être l'objectif 8 de ce plan de relance. L'idée, c'est de venir soutenir les industries culturelles et créatives via des dotations aux studios, etc. Nous, on a vraiment l'idée de se dire que cette question de meilleure relation entre les donneurs d'ordre et les PME que nous sommes est vraiment centrale pour accélérer, optimiser et rendre plus optimal en fait à la fois l'achat, à la fois la vente. Ça a donné lieu au Forum de la création numérique qui a été commandité par le ministère de la Culture à PXN. PXN a organisé avec brio Laetitia Germain le Forum de la création numérique dans le cadre du Forum Entreprendre dans la culture. On était donc au mois de juin cette année. Et pour vous dire qu'on n'a pas chômé, il est issu de ces différents ateliers qui ont été menés un livre blanc. Ce livre blanc, il recense un certain nombre de thématiques. Sous ces thématiques, l'idée des ateliers, c'était vraiment essayer d'identifier les freins, de formaliser des problématiques et puis surtout de formuler des préconisations de manière à venir un petit peu abonder à cette notion de plan de relance. Alors, ces préconisations au niveau de notre atelier de travail, de notre groupe de travail autour de la commande publique, elles sont 3. On a identifié l'objectif de rédiger un guide et vous verrez, on va en reparler tout à l'heure, on vous a fait un petit florilège de ressources qui peuvent venir vous aider dans vos pratiques d'achat ou de vente d'ailleurs. Mais on sent qu'il y a encore des endroits, des interstices qui ne sont pas traités, et notamment dans le cadre de la production d'œuvres numériques. On souhaiterait également pouvoir mettre en place une formation à destination tant des opérationnels que parfois des acheteurs, des institutions ou des collectivités. Et puis, on parle sur cette slide de duplication d'ateliers. Aujourd'hui, vous êtes en train d'assister, sous vos yeux ébahis, au prototypage de cet atelier, en fait. L'atelier qu'on a mené dans le cadre du Forum de la création numérique était une version 0. Aujourd'hui, c'est une version 1 et on compte largement sur vous pour nous aider à abonder le propos puisque on se nourrit aussi beaucoup de vos retours terrain, de vos retours d'expérience et puis de vos interrogations, de vos demandes. Voilà les 3 grandes préconisations qu'on a formulées dans ce livre blanc. Le livre blanc, il est disponible sur le site internet de PXN. Donc je ne saurais que trop... oui, et du ministère de la culture. Donc je ne saurais que trop vous inviter à le parcourir. Il est très beau en plus, donc il est très agréable à lire. Et puis, maintenant... On va faire une petite phase un peu de réexploration des grandes mécaniques de la commande publique sous l'égide de Maxime qui se propose de faire un peu un rappel parce que s'il y a bien une chose dont on s'est aperçu, c'est que finalement, même si tout est écrit quelque part, rien n'est vraiment su et rien n'est vraiment collégialement partagé. Donc Maxime a la gentillesse de se prêter à l'exercice. Je te laisse la parole. Ouais, merci beaucoup de nous avoir conviés. Et on a été très contents de rejoindre l'atelier commande publique, puisque ça correspond vraiment à ce qu'on essaie d'impulser au sein de la mission ministérielle des achats. Voilà, donc nous on a la mission de définir la politique achat du ministère de la Culture, donc des DRAC, des SCN, et dans le respect bien sûr de la politique des achats de l'État qui est définie par la DAE et sur les segments qui ne seraient pas investis aussi par la direction des achats de l'État. Définir une politique achat, c'est essayer de définir une démarche qui optimise l'achat, tant d'un point de vue économique qu'environnemental, qu'au point de vue de l'innovation aussi, et la dimension aussi sociale. Et l'accès aussi aux PME. Donc il y a 5 axes stratégiques qu'une politique achat doit revêtir.
Donc ça veut dire que l'achat en fait doit plus être appréhendé comme une simple conformité au code de la commande publique. Il y a une vraie réflexion à chaque fois, et il y a une réflexion qui ne peut pas se faire sans vous, qui sont créateurs, qui êtes créateurs, pardon, et et on a beaucoup à apprendre en fait d'un dialogue avec vous. Donc il y a des pratiques qui ont été promues récemment, type le sourcing en amont des procédures. On a tout à gagner d'un dialogue un peu moins formalisé, en dehors des consultations, pour pouvoir définir au mieux notre besoin et vous permettre de répondre le plus facilement possible. Donc j'ai cette tâche très fun de vous rappeler les grands principes de la commande publique. Donc ne sortez pas, ça va être très intéressant. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc on a, c'est sûr, un code de la commande publique qui... Voilà, donc il y a une dimension juridique aussi à l'achat, au marché public. Ces règles, elles sont pas uniquement des contraintes pour vous, elles sont aussi des garanties et des chances et des droits pour chaque opérateur économique. Donc, ces principes ont deux finalités, et le code de la commande publique a deux finalités. C'est la bonne utilisation des deniers publics et une réponse pertinente aux besoins de l'administration. Donc ces principes sont au nombre de 3. Le premier, c'est le libre accès à la commande publique. Alors qu'est-ce que ça implique, le libre accès à la commande publique? Ça veut dire de publier, enfin en tout cas donner une publicité autour d'une consultation. Donc il y a des règles en termes de publicité et de publication d'une consultation. Jusqu'à 40 000, aucune règle, 40 000 € hors taxe, aucune règle n'est définie. Et cette typologie de marché s'appelle marché passé sans mise en concurrence et sans publicité. Donc on va voir après, je ferai un focus sur ce type de marché, où c'est quand même à questionner, puisque sans mise en concurrence, sans publicité, mais ça doit quand même respecter les principes. Donc, le premier principe, libre accès à la commande publique, la publicité, donc 40 000, à partir de 40 000, on doit s'interroger sur une publicité adaptée. Jusque 90 000, on n'est pas trop contraint. Il faut juste taper juste et trouver le bon support de publication. À partir de 90 000, on fait connaître la consultation obligatoirement en publiant soit au BOMP, donc le bulletin officiel des annonces de marché public, ou dans un journal d'annonces légales. Et ensuite, on a un seuil qui est de 140 000 € pour les marchés de services, qui sont... en fait, il y a 3 typologies dans les marchés publics: fourniture, services et travaux. Vous êtes concerné par la typologie marché-service. Et donc le seuil pour une procédure formalisée, c'est 140 000 € hors taxe pour l'État et 215 000 € hors taxe pour les collectivités et leurs établissements publics. Et à partir de ces seuils, on est obligé de publier au journal officiel de l'Union européenne et au BOMP, ou dans un journal d'annonces légales français. Voilà pour les principes. Le libre accès à la commande publique, il se traduit aussi dans le fait de ne pas charger en fait, les cahiers des charges, c'est-à-dire de faciliter les réponses, de ne pas demander des choses qui soient inutiles. Donc il y a toujours une réflexion que l'acheteur doit avoir avant de lancer une procédure. Est-ce que ce que je demande est vraiment utile pour moi, pour attribuer? Bon, il y a forcément des obligations. Ce ne sera jamais possible d'alléger à maxima, mais je pense qu'il faut se poser la question. Et s'il y a un investissement particulier, le Code de la commande publique prévoit que celui-ci soit indemnisé.
Donc c'est gravé, et c'est pas une option. C'est-à-dire que si on demande quelque chose qui sort de l'ordinaire, si on demande quelque chose qui se rapproche d'un livrable, le code de la commande publique nous dit il faut rémunérer. Pourquoi ? À cause de ce principe de libre accès à la commande publique. Donc vous avez tout à tirer profit de ce principe de libre accès à la commande publique. Je ne vais pas parler peut-être que Stéphane, tu pourras intervenir peut-être sur les marchés innovants après, parce qu'il y a un seuil à 100 000 euros. C'est pas ma spécialité, donc si tu es d'accord, bien sûr. Ok, super. Donc, on a fait un principe, on va faire le deuxième principe, c'est l'égalité de traitement des candidats. Donc, en vertu de ce principe, on n'est pas censé faire des cahiers des charges qui soient biaisés quand on met en concurrence, et on est censé traiter chaque candidat de la même façon. On est censé avoir des critères de choix objectifs. Et on est censé aussi respecter, par exemple, il y a peut-être quelque chose que vous avez trouvé injuste, c'est quand on fixe une DLRO et 3 minutes plus tard, il est trop tard. C'est en vertu de l'égalité de traitement des candidats, les règles sont annoncées et il y a pas normalement on ne doit pas transiger avec ça. Donc voilà, vous avez peut-être pu en souffrir, nous on en est désolé, mais on peut pas rattraper normalement un pli qui arriverait hors délai. Donc ça, c'est l'égalité de traitement des candidats, deuxième principe. Et le troisième principe, c'est la transparence des procédures. Et c'est aussi un principe qui est très précieux pour vous, parce que en fait, donc c'est la garantie déjà que tout soit tracé au sein de la procédure. Et c'est la garantie aussi pour vous d'avoir les motifs et de pouvoir demander à chaque acheteur pourquoi vous n'avez pas été retenu, par exemple, dans une consultation. Et moi, je vous encourage à le faire, en fait, en dédramatisant justement la demande, parce que s'agit. Parfois, certains acheteurs prennent ça comme une sorte de précontentieux ou tout ça, mais pour moi, je trouve ça normal que les demandes soient systématisées, notamment les demandes de communication de rapports d'analyse, qui sont tout à fait communicables une fois que le marché est signé, et en occultant bien sûr tout ce qui relève du secret industriel et commercial. Mais c'est comme ça aussi qu'on progresse et qu'on apprend en fait ce qui a péché dans les consultations. Bon, après, chaque acheteur a sa grille de lecture, parfois c'est compliqué, voilà. Mais c'est comme ça que vous apprenez à connaître au moins un acheteur. Je pense que ça vaut le coup, et puis de demander comme ça, comme une demande pour comprendre, quoi. Je pense que vous avez tout à y gagner. Et c'est un document communicable, voilà. Tout bon acheteur doit le savoir. Donc là, on a fait un panorama des 3 principes structurants de la commande publique. Tout découle de ces 3 principes. Et moi, quand on me pose une question juridique, j'essaie toujours de me rattacher à ces principes. Et souvent, quand ça découle de façon logique. Donc sur les seuils, les procédures, on a vu donc les seuils, les procédures un peu classiques. Sur les moins de 40 000, on voulait faire un focus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de pratiques, encore plus puisqu'il n'y a aucun cadrage dans le code de la commande publique. Donc chaque établissement public, chaque collectivité fixe sa manière de traiter ce type de procédure. Donc il y a la fameuse règle des 3 devis, mais la règle des 3 devis, en fait, elle est écrite nulle part. Donc il faut qu'elle ait un sens, et le geste de demander un devis, c'est pas un geste anodin, en fait. Donc l'acheteur doit se poser la question. Quand on sollicite un prestataire, ça implique un investissement du prestataire. Et est-ce que si c'est pour organiser une consultation factice, c'est un peu contre-productif et pas efficient. Donc, sur les moins de 40 000,
nous, ce qu'on préconise, parce que en fait, il n'y a pas de cadrage, mais il faut respecter les 3 principes de la commande publique. Donc, libre accès à la commande publique. Vous allez me dire, si le marché est passé sans mise en concurrence, comment on respecte le libre accès à la commande publique? C'est que le code, en fait, prévoit de ne pas attribuer systématiquement la commande au même opérateur économique, donc c'est le prestataire, en cas de pluralité de fournisseurs sur ce segment. Donc ça veut dire il y a toujours une pluralité de prestataires. Donc ça veut dire faire tourner. Juste ça. S'assurer que ce ne soit pas toujours le même qui remporte les moins de 40 000. Et donc faire un achat éclairé, donc avec bonne utilisation des deniers publics, forcément, et réponse pertinente aux besoins. Alors comment on le sait? Donc il y a la règle des 3 devis, c'est un des moyens de savoir quand on n'a aucune idée du 3 ou plus, quand on n'a aucune idée du secteur, des prix du secteur. On peut aussi avoir une idée du secteur, justement. Donc, dans tout ce qu'on promeut, nous, à la mission ministérielle des achats, il y a des pratiques comme le benchmark, c'est-à-dire on a un besoin, on sait qu'il y a une autre collectivité à rencontrer ce besoin, et ben on échange avec eux et on connaît le montant global pour une prestation donnée, et on peut comparer son devis avec ce qui a été payé par une autre collectivité. On peut aussi faire du sourcing, donc ça veut dire que c'est moins contraignant qu'une demande de devis. On demande à peu près combien ça coûte, et en fait, on essaie d'être suffisamment éclairé pour pouvoir faire une estimation et comparer cette estimation à un devis, si on sollicite qu'une seule entreprise. Donc, on peut demander aussi 2 devis. Bref, en fait, il faut je pense, faire en sorte que la démarche soit proportionnelle au montant. Donc, plus on rapproche de 40 000, plus il faut demander 3 devis. Et plus peut-être l'achat est critique, et moins l'acheteur peut-être s'y connaît dans le segment aussi, demander 3 devis. Mais bon, la règle des 3 devis, elle n'est pas forcément pertinente selon nous. Mais c'est quelque chose qui est gravé. Bon, après, c'est mieux ça que rien, d'un point de vue mise en concurrence, etc. Enfin, mais il faut s'en méfier, selon moi. Moi, j'ai une question à te poser, Maxime, par rapport à ça, puisque là, tu es en train de dire la règle des 3 devis, c'est écrit nulle part. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais à un moment, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté côté établissement public ou collectivité, en tout cas côté acheteur, de bien cerner son besoin? Parce que là, typiquement, on parle d'œuvres numériques, on parle de sur-mesure, on parle de... En fait, nous, on passe notre vie à venir faire rentrer des triangles dans des ronds avec un entourage carré. Sauf que ça, en l'occurrence, on le dit souvent dans nos réunions, on dit souvent, acheter une œuvre numérique in situ, c'est pas exactement la même chose qu'acheter des ramettes de papier pour le photocopieur. Donc il y a vraiment à la fois une difficulté sur comment est-ce qu'on exprime nos besoins, et c'est vrai que on évoquait une fois un jour l'exemple de dire je passe un marché parce que soit je sais ce que je veux une table, soit je sais que je veux quelque chose sur 4 pieds sur lequel je peux manger, travailler ou lire. En l'occurrence, c'est pas exactement le même exercice aussi pour nous en tant que répondants. Et c'est vrai que quand cette question, dans le cadre d'un sourcing, se pose de dire est-ce que vous pouvez nous donner des éléments chiffrés à la louche? Enfin, nous, c'est plus des fourchettes qu'on fait, c'est des râteaux, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu pourrais préconiser, toi, pour essayer d'éclairer un petit peu aussi la manière dont, côté institution, on peut peut-être essayer de mieux exprimer ses propres besoins? Oui, c'est exprimer mieux ses propres besoins et travailler ses cahiers des charges, même si c'est à moins de 40 000, on est censé travailler à minima son cahier des charges, et c'est nourri du sourcing en amont. Après, c'est vrai que c'est pas des ramettes de papier, donc si on peut comparer, voilà. Enfin, je pense que, mais de devis peut-être, ou voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question.
Et tu parlais tout à l'heure de rémunération, et on en parlait ce midi également. La rémunération de l'esquisse, c'est une pratique qui est répandue chez les archis, par exemple, aujourd'hui, que les scénographes réclament, et on les comprend bien. Typiquement, nous, dans nos métiers, on ne produit pas d'esquisse à proprement dit. En tout cas, pas tel que c'est défini actuellement. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait finalement, comment est-ce qu'on pourrait comparer le moment où nous on élabore un concept, une note d'intention avec souvent un dossier technique à l'appui, sur quoi est-ce que vous vous basez vous en fait pour dire à un moment on va rémunérer entre guillemets l'esquisse ou pas? Alors, nous on a peu de marchés qui donnent lieu à esquisse mais nous, le simple fait qu'il y ait une réflexion et même une projection, on se pose la question dès qu'il y a une proposition artistique, pour moi, il doit y avoir rémunération, puisqu'il y a déjà projection dans un futur livrable. Donc on essaie d'être vigilant. Parfois, je me souviens, on a dit on ne veut surtout pas de proposition parce qu'on ne rémunérait pas justement. On veut juste une note d'intention mais qui ne se projette pas et qui ne propose pas. Donc ça nous est arrivé justement pour ne pas avoir à rémunérer. Donc je pense qu'on est très vigilant au ministère de la Culture, en tout cas en administration centrale, pour voilà. Et je pense qu'on va promouvoir ce type de pratique, mais dans le cadre de stratégie ministérielle. Ouais, ça nous semble très important. Voilà, et notamment aussi de faire de plus en plus de procédures restreintes en fait, qui nous permet justement d'indemniser les offres. En fait, quand on demande des offres qui ressemblent un peu à des livrables ou qui se projettent dans l'après, on n'a pas une enveloppe budgétaire illimitée, donc on est obligé de faire une sélection en amont. Donc la sélection, c'est procédure restreinte, une phase candidature. On sélectionne les soumissionnaires sur leur capacité. Donc on n'a pas non plus pléthore de possibilités. Donc c'est les capacités techniques, professionnelles et financières. Nous, quand on a un marché avec beaucoup de créations, on examine souvent que le critère de la référence, en sachant qu'on regarde la pertinence, on regarde pas on essaie de donner notre chance aussi à ceux qui débarquent. Voilà. Ouais, c'est un exercice qui n'est pas facile parce qu'en effet, on évoquait le fait de comparer des devis, mais c'est aussi pouvoir comparer des références. Un portfolio, ça peut être aussi un outil intéressant, mais de fait, on exclut les boîtes qui démarrent, quoi. Pardon, c'était une question fermée. Il faut avoir un peu de référence, oui. Jérôme, tu veux rebondir, je sais. Je crois que oui, il y a cette question de pluralité un peu côté acheteur des projets qui sont très divers des fois et côté producteur des métiers très divers, et qu'effectivement on a vu ça ce matin dans les tables rondes que c'est pas du tout la même chose de répondre à une consultation pour un motion design, mettons, dans une exposition qui est quelque chose qui est assez simple. On se dit, OK, on a un motion design de 3 minutes qui va être dans telle expo. On sait à peu près combien ça coûte, ça peut être plus ou moins détaillé. Et puis des projets qui sont soit plus innovants techniquement ou en termes d'expérience sur lesquels il faut avoir plus de réflexion et c'est autre chose. Des projets qui sont artistiques, qui ont une approche très artistique ou qui vont demander à répondre à ça. Et que nous, on est un peu, on est un peu dans un secteur qui n'est pas structuré au même titre que la filière cinéma ou la filière audiovisuelle, qui est une filière qui est beaucoup plus structurée. On se retrouve avec des gens qui ont des approches des métiers différents comme ça. Et comment est-ce qu'on peut garantir cette pluralité de projets qui arrivent, parce qu'on a besoin d'avoir des projets qui sont différents, parce qu'ils sont innovants, parce qu'ils ont des écritures différentes, des approches différentes. Il y a cette question de diversité qui est dans la filière cinéma en ce moment aussi, de dire on va pas tous faire des choses pour Netflix, mais comment est-ce qu'on peut garantir cette qualité, cette diversité en restant en même temps dans quelque chose qui est du marché public et que ce soit XE qui est un artiste ou des producteurs plus classiques, etc. Si effectivement on va répondre à une même demande, on va avoir des approches qui vont être carrément parfois assez opposées, quoi, et avec des habitudes de réponse aussi au marché public qui sont, sans même parler de la question de la référence, de dire il y a des gens
producteurs comme Sylvie, quand on fait plein, par exemple, qui ont gagné tellement de marchés, des gens qui sont très habitués, quand on a de l'expérience, et puis des gens qui sont un peu à part, mais qui pourraient avoir des réponses effectivement intéressantes, quoi. Mais c'est là que, en fait, tout le champ de la commande publique, où on est un peu moins contraint, et les moins de 40 000, par exemple, c'est la clé d'entrée. Les moins de 100 000 marchés innovants, Stéphane. Peut-être que tu peux Tu veux venir prendre la parole. prendre le micro? Donc on a notre spécialiste, entre autres, marché innovant. Alors, non, pas Feu, Ex. Donc, sous vos applaudissements, Il y a un Stéphane autre micro, Conti, Stéphane. ex-DAE, viens avec nous, c'est super. Je vais prendre. Viens, Place libre avec pour toi. plaisir. Écoute, merci Maxime de me donner le plaisir de vous parler d'un truc qui effectivement me permet de monter à 100 000 euros en gré à gré. Alors, je vais juste revenir sur la question précédente. En fait, parce qu'il faut quand même se mettre dans la philosophie de l'acheteur. Il est d'un côté, en fait, l'individu qui va porter la dépense, donc il a un devoir de bonne dépense. Il a un devoir, on va dire, de respecter les principes fondateurs de la commande publique. Donc, le principe de l'égalité des chances, en gros, fait que tout le monde pourrait potentiellement prétendre à accéder au marché. Donc, il a aussi besoin d'efficacité. Donc, il est quand même coincé entre différents courants. Et pour répondre, par exemple, à ces questions de présélection, on va dire, de choix de candidats et l'esquisse derrière, en fait, on pourrait imaginer que l'acheteur se dise je vais inviter 5 candidats. Alors, je vais sélectionner 5 soumissionnaires pour aller plus loin dans le processus. 3 viendraient de prestataires établis avec une base de référence et une bouclette, enfin un classique, et 1 ou 2 pourraient venir en fait d'un autre collège ou d'un autre vivier qui serait des nouveaux entrants. Voilà. Et avec des critères de choix de présélection qui pourraient être différents en fonction de la cible auquel l'acheteur voudrait. Mais ça lui en phase candidature. Mais encore une fois, ça lui demande du coup double travail, beaucoup plus de réflexion, une meilleure connaissance du marché. Donc ça demande un investissement de l'acheteur. Et l'acheteur, il est professionnel, il est aussi limité dans ses temps et ses capacités. Donc il est obligé aussi d'aller à l'essentiel et au plus vite. Donc voilà. Donc l'acheteur, il est quand même percuté de beaucoup d'obligations et de contraintes. Voilà, je vais faire la parenthèse. Mais vous voyez, la commande publique, ce n'est pas la commande publique qui empêche quoi que ce soit. En fait, la commande publique, c'est un processus structuré, organisé et applicable à tous. Et ensuite, c'est une recette de cuisine dans laquelle l'acheteur va piocher pour pouvoir atteindre ses objectifs, qui est acheter quelque chose de performant et le mieux possible, aussi dans la manière dont il va l'acheter, la rapidité d'exécution. Là, 100 000 euros. Alors, donc Maxime vous a expliqué le seuil, jusqu'à 40 000 euros, en fait, pas de publicité, et en fait, globalement, l'acheteur, d'après le code, en respectant les grands principes fondateurs du code, fait ce qu'il veut, mise en concurrence, 3 devis, pas 3 devis, meilleure sélection, bref. Donc il a une liberté quand même d'action assez large, en tout cas la liberté qui peut être donnée par son institution, puisque son institution a ses propres règles de gestion dans le cadre d'un code établi. Et le code, en fait, le législateur a donné au départ, en fait, une expérimentation pendant 3 ans, et ensuite ça a été pérennisé dans le code, la possibilité à l'acheteur de pousser jusqu'à 100 000 euros, hors taxe sa commande, en gré à gré, sans publicité, sans mise en concurrence, si l'objet, donc produit, prestation, acheté et visé, est un produit ou une prestation dite innovante. Et donc ça lui permet, on va dire, de monter le seuil de liberté jusqu'à 100 000 euros, et ça lui permet normalement de cocher d'autres cases que Maxime a rappelées, et notamment les cases de l'accès à l'innovation par la commande publique, et souvent ça va de pair, en fait, les cases qui peuvent être associées à l'achat responsable et durable. Donc avec un impact positif sur la société, sur l'environnement. On sait que si on veut aller plus loin sur ces critères environnementaux, on est obligé de passer sur des ruptures un petit peu de manière de faire, et donc on rentre dans une sphère qui s'appelle la sphère de l'innovation. Et à ce moment-là, si l'acheteur se tourne vers les prestataires ou le prestataire proposant quelque chose d'innovant, on pourra redéfinir rapidement ce qu'est la chose innovante, en fait l'acheteur peut se dédouaner d'une mise en concurrence classique. Donc là, il y a aussi une interstice donnée par le code qui montre quand même toute sa souplesse pour justement accélérer l'acte d'achat.
Et donc, de votre côté offreur, ça vous donne une belle porte d'entrée en proposant, vous, une prestation dite innovante. Et là, du coup, vous pourrez aller convaincre l'acheteur qu'en fait, il n'a pas besoin d'aller déposer son appel d'offres sur les places du monde entier, mais qu'il peut travailler avec vous en gré à gré, si évidemment ça correspond à son besoin. Et si c'est innovant. Donc il y a la notion d'innovation. Et donc on va définir à l'instant présent ce qu'on entend par innovation. Alors bon, il y a plein de définitions. Je vous en donne une que j'ai portée pendant 3 ans à la direction des achats de l'État et qui normalement s'applique à l'ensemble des acheteurs publics, État ou pas État. Donc ça, c'est plus simple. En fait, c'est la conjonction, c'est le factoriel, c'est la multiplication, c'est le croisement entre 2 notions, la nouveauté et une sphère de bénéfice, ou en tout cas une bénéfice ou une performance supplémentaire par rapport à ce que l'on a l'habitude d'acheter ou par rapport à un état de l'art. Donc on va aller tout de suite sur cette partie performance augmentée, ou en tout cas une valeur ajoutée supplémentaire. En fait, l'acheteur va apprécier ce caractère surperformance par rapport à ce qu'il a l'habitude d'acheter. C'est-à-dire que d'habitude, j'achète un micro. Voilà, le micro est défini par un ensemble de performances. On va me proposer un micro alternatif. Est-ce que ce micro alternatif me propose plus de performance? Soit moins cher. Donc j'ai la même performance, mais du coup la manière de faire, en fait, de mettre en œuvre le son à travers le micro fait que le micro coûte moins cher. Donc il y a un côté performant, mais c'est une performance économique. Soit performance fonctionnelle. Donc le micro va être beaucoup plus léger, beaucoup plus allant. Je vais pouvoir le passer virtuellement à mon collègue. Bref, donc le micro va me proposer de la vraie performance, hein, pas du gadget, de la vraie performance. Et dans ces cas-là, en fait, je vais pouvoir déjà commencer à cocher la case plus de performance qu'avant. Après vient le côté nouveau. Alors le côté nouveau, c'est évidemment, il y a plusieurs appréciations. Alors le côté nouveau, on va tous le sentir, c'est le truc qui n'existe pas et qui d'un seul coup arrive. Voilà, ça n'existe pas et maintenant ça arrive. C'est nouveau, je pense que je n'ai pas besoin de m'éterniser sur le sujet. Après, vous avez la nouveauté qui commence à être commercialisée avec le temps d'adoption du marché, d'une technologie, d'un savoir, d'un service. Donc ça va s'apprécier par rapport au secteur d'activité ou à la solution qu'on va présenter. Il y a certaines technologies ou savoir-faire qui sont très vite adoptées par le marché, et donc leur caractère novateur, le caractère novateur va vite s'éteindre, et d'autres, je pense, c'est pas votre domaine, mais dans le bâtiment par exemple, la sphère de la construction, est un secteur où la nouveauté met du temps à être adoptée par les utilisateurs. Et donc ce temps d'adoption est presque une norme dans un marché, mais il n'y a pas de bouquin qui va dire, voilà, dans le numérique c'est 6 mois, dans le BTP c'est 10 ans. Mais il y a ce côté aussi, c'est pas parce que c'est commercialisé ou en voie de commercialisation que je suis forcément nouveau ou plus nouveau. Voilà. Donc ça, c'est l'acheteur qui va apprécier, en discutant avec les experts du secteur, en expliquant est-ce que cette chose qui est commercialisée, donc qui n'est pas complètement nouvelle dans le sens où n'existait pas, reste encore quelque chose de peu finalement utilisé. Ensuite, vous avez l'adaptation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe dans un contexte, mais parce que l'acheteur a un autre contexte, parce que les éléments normatifs ont changé, parce que le type d'expo va évoluer, parce que le sujet est complètement différent, donc se porte à quelque chose d'alternatif. Donc là, on va pouvoir, vous prestataires, enfin vous fournisseurs, proposer quelque chose qui sera en évolution. Donc le fait d'évoluer, en fait, vous allez finalement proposer quelque chose qui va être nouveau par rapport à ce qui a pu être fait précédemment dans un cadre et un contexte donné. Et ensuite, l'ultime, alors ça c'est très compliqué à vendre auprès d'un acheteur, c'est la prime au premier. C'est je suis dans un secteur d'activité, je suis acheteur dans un musée, et le secteur privé a l'usage, a l'habitude d'utiliser tel ou tel sujet, tel ou tel techno, tel ou tel type de service. Et je ne sais pour quelle raison, dans mon secteur, qui s'appelle le musée, ça n'a jamais été mis en œuvre. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est nouveau en soi, mais dans mon contexte, cette chose nouvelle, devient nouvelle dans mon contexte. Voilà, donc je finis juste. Oui, nouveauté fois performance améliorée, significativement améliorée, égale innovation. C'est facile.
C'est d'une limpidité absolue, ça va? C'est OK pour tout le monde? Super. Moi, je te trouve très clair. Mais j'ai une question. Ma question, c'est de rebondir sur ce que tu viens de dire sur c'est pas facile à vendre à un acheteur. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mécanique-là de l'achat innovant est bien appropriée, utilisée par les acheteurs? Ça vient d'être pérennisé récemment, en fait, hein, en 21, je crois bien. Est-ce qu'au niveau de l'État, est-ce que vous êtes plutôt content? Enfin, je dis vous étiez du coup. Enfin bref, est-ce qu'on a un peu un point à faire là-dessus? Est-ce que ça porte ses fruits? Et est-ce que ça maximise l'innovation et l'entrée de l'innovation dans les institutions et dans les établissements publics? Alors, on va séparer les variables, si tu veux bien, je vais être clair jusqu'au bout. Vous avez le sujet de l'innovation, qui en fait n'est pas une finalité d'achat. Hein. Vous avez pas, je me lève pas le matin, moi, acheteur, en disant tiens, aujourd'hui, j'ai acheté de l'innovation, je vais acheter quelque chose dont mon institut a besoin. Et je vais essayer justement d'aller chercher cette nouveauté qui va me porter une performance accrue. Donc d'un côté, il y a je baigne dans la recherche de l'innovation à travers l'achat, et de l'autre côté, tu as les dispositifs qui permettent d'accélérer l'accès à cette innovation. Donc le dispositif des 100 000 euros permet d'accélérer. En revanche, l'innovation, on n'est pas obligé d'utiliser le décret 100 000 euros pour acheter quelque chose d'innovant. À 40 000 euros, ça marche. À 5 millions, ça marche aussi. Enfin, donc il y a bien deux sujets. Donc le dispositif, qui était un dispositif expérimental 2018-2021, a été pérennisé dans le code. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif clairement ferme et définitif offert à l'ensemble des acheteurs publics en France. Il a mis du temps à être utilisé, il a mis du temps à être connu, il a mis du temps à être apprécié en tant qu'objet par la sphère juridique, justement parce que la notion d'innovation est quelque chose qui est assez délicate. Même si elle est simple, telle que je vous l'ai expliqué, elle peut être vue comme délicate à manipuler. Je vous rappelle que si jamais en fait, un acheteur fait une connerie dans sa procédure, il est quand même lui-même pénalement responsable. Donc voilà, c'est pour ça qu'il prend aussi un petit peu de sécurité pour éviter de se retrouver lui-même entaché d'un acte juridique. Donc la notion d'innovation est quelque chose qui n'est pas forcément bien apprécié encore aujourd'hui, et donc le dispositif permettant d'accélérer cette innovation a mis du temps à être intégré comme un outil parmi d'autres de l'acheteur. La bonne nouvelle, c'est que ça s'accélère quand même énormément maintenant. Les gens ont compris qu'il y avait peu de risques d'utiliser quand on était effectivement dans un cas défini d'innovation, que c'était quand même drôlement pratique parce que tout le monde gagnait du temps, et que du temps, c'est de l'argent, et donc c'est quand même vachement intéressant, et que ça permet d'accélérer et de tester, d'expérimenter des solutions qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc c'est en train, voilà, cet outil, ce dispositif est en train d'accélérer, pas encore assez vite à mon goût, mais ça va le prendre. Et à côté reste le sujet de l'innovation, mais comme Maxime l'a rappelé, c'est un dogme, c'est un des piliers de la commande publique. L'acheteur public a un devoir, c'est de bien dépenser l'argent, qui est nos impôts et nos taxes. Donc on est tous très contents que l'acheteur public soit précautionneux avec cet argent public. Donc il a un besoin à l'origine de bien dépenser, c'est-à-dire pas trop dépenser, puis bien dépenser dans le sens chercher la meilleure performance à travers l'euro dépensé. Et aujourd'hui, c'est ça, il y a quelques années maintenant, mais c'est des choses, c'est des mouvements qui sont très lents à intégrer. Aujourd'hui, l'acheteur public, il a un devoir d'investissement. C'est-à-dire l'euro en fait dépensé n'est plus uniquement en fait un moyen transactionnel, mais devient un investissement public pour l'environnement, pour le social, pour les PME, TPE, et donc aussi pour l'innovation. C'est-à-dire qu'à travers cet euro, on n'est juste plus là en train d'acheter, on est là en train de soutenir des démarches plus grandes, plus vertueuses, qui s'appellent le respect de l'environnement, des écosystèmes, de la biodiversité, des populations éloignées de l'emploi, et de favoriser à travers cet euro, finalement, l'accélération de l'innovation. Donc, dit comme ça, on sent que c'est quelque chose qui est en mouvement, mais c'est un mouvement lent. Oui, on a l'habitude de ça. En tout cas, moi, quand j'écoute Maxime et Stéphane, je trouve ça formidablement cool, la commande publique. Alors, j'aurais pas pensé dire ça un jour dans ma vie. Vous avez deux super experts sur le plateau et vous avez peut-être, vous, des questions. Je ne sais pas exactement d'où vous êtes, d'où vous
d'où vous pensez, dont vous nous regardez, dont vous nous écoutez. Il y a peut-être des gens aussi à distance. Il y a un micro pour vous. Oui, monsieur. Merci, Stéphane. Oui, c'est sur le point du marché de l'offre et du marché de la demande dans le secteur audiovisuel ou des industries créatives. On est dans un marché qui est souvent un marché en fait d'offres, c'est-à-dire que les producteurs offrent une proposition à leurs diffuseurs, au musée par exemple. Et donc j'aimerais avoir votre commentaire sur le fait qu'effectivement par rapport à cette proposition, l'institution se retrouve dans une problématique de appel d'offres, pas d'appel d'offres, pour pouvoir dire « ah, ça m'intéresse ». Si c'est au-dessus de 40 000, voire 100 000, puisque c'est toujours évidemment très innovant, particulièrement orienté développement durable, et ça remplit toutes les cases. Donc en un mot, que se passe-t-il quand on a effectivement une initiative d'un producteur vers un diffuseur qui dépend de la commande publique et qui se dit « ah, c'est supérieur à 100 000 ». Est-ce que je fais un appel d'offres pour retenir la personne qui a un projet qui me convient parfaitement? Et j'aurai une autre question après, c'est fourniture de services, prestation de fourniture, prestation de services, parce qu'on se retrouve souvent avec des dispositifs, c'est ce qui nous concerne un petit peu aujourd'hui, puisqu'on a parlé beaucoup d'expositions immersives et de choses comme ça, qui sont un doux mélange de beaucoup de matériel et de beaucoup de création. Moi, j'étais en service, hein. J'étais en fourniture la dernière fois. Vous êtes producteur vous-même? Oui. Ok. Messieurs? Je pense que la coproduction est un sujet qui n'est jamais loin. Ouais. Ou la commande artistique. Stéphane, parlez dans votre micro, s'il vous plaît. Oui, mais ils font du off, tous les deux. C'est déloyal. Je me lance sur la réponse et Maxime complétera parce qu'il est quand même plus du domaine de la culture. Moi, je reste assez généraliste. Si vous venez voir un acheteur et que vous avez une proposition à faire, il y a deux cas de figure. Soit l'acheteur a besoin et il a effectivement dans sa programmation, dans son organisation, prévu d'acheter quelque chose qui ressemble à ce que vous proposez. En tout cas, sur le fond, il passera quand même par un appel d'offres. Parce qu'en fait, là, on basculera en fait, dans le domaine de l'achat, donc de la commande publique, et donc par principe d'un appel d'offres si on est au-dessus de 100 000 euros, même si vous êtes très innovant. Donc oui, vous faites une proposition, si l'acheteur a besoin de l'acheter, achat égale commande publique égale appel d'offres. C'est aussi simple que ça. Après, ça ne veut pas dire que du coup, en ayant proposé quelque chose, vous allez pouvoir commencer à engager une discussion avec l'acheteur et finalement infuser, on va dire, peut-être une manière de voir qu'il n'avait pas forcément en interne aujourd'hui. Et après, vous avez l'autre sujet qui s'appelle la coproduction. Oui. Alors là, la coproduction, je te laisse répondre sur ce sujet. C'est un sujet polémique. Ouais. Et on n'est pas forcément... Enfin, pour nous, c'est un marché public aussi. Mais sous réserve de l'exception qui est prévue dans le code de la commande publique. Mais voilà. Donc, en tout cas, nous, on a identifié le sujet. On est plutôt sceptique. Pour nous, c'est de la commande publique, mais on est ouvert et on a saisi nos services juridiques. On va voir aussi peut-être pour saisir la direction des affaires juridiques de Bercy. Au moins, on aura un avis ultime sur la question. Aujourd'hui, la coproduction, elle est, d'un point de vue texte, elle est encore une fois très claire et très simple. Le principe de coproduction dans les textes remonte à il y a très longtemps, au moment de l'ORTF. Et globalement, en fait, le principe de coproduction, c'est-à-dire en fait le fait de ne pas passer par, traiter directement, on va dire, sur un objet, la coproduction n'est applicable, en gros, qu'au cinéma et au documentaire télévisuel. Voilà, ça c'est le cadre. Donc, si vous n'êtes pas dedans, la personne que vous aurez en face, qui s'appelle un acheteur, vous dira, en fait, vous ne rentrez pas dans cette case d'exception, et donc, en fait, c'est appel d'offres. Donc tout le débat qu'on a eu justement autour de ce sujet avec... alors on n'est pas expert, hein, donc c'est pour ça que je réponds, et en fait on s'est dit que finalement il y avait peut-être intérêt à revisiter cette exception pour faire que le sujet de la coproduction soit, sous réserve de validation et de réflexion, ouvert à d'autres choses qu'au cinéma et au documentaire animalier.
En tout cas, on constate des disparités d'application. C'est un sujet qui n'est pas un peu à clarifier. Voilà. Ouais, ça part un petit peu dans tous les sens actuellement, notamment parce qu'il y a beaucoup de producteurs de l'audiovisuel qui commencent à rentrer dans les musées, et c'est très cool, mais qui du coup arrivent avec leurs habitudes justement de copro avec l'industrie audiovisuelle qui est parfaitement habituelle et qui est reconnue par la loi. Or, les institutions, établissements publics, culturels, muséaux ne sont pas des diffuseurs et ne peuvent pas recourir à la coproduction telle qu'elle est pratiquée dans l'audiovisuel. Donc c'est un peu vexant, mais c'est comme ça pour le moment. C'est vrai qu'il y a des choses qui se mettent en place de façon un peu empirique, mais qui seraient du coup opposables, donc un peu, permettez-moi le mot, mais casse-gueule. Donc à prendre avec beaucoup de précautions. C'est pas aujourd'hui la solution ultime, mais en tout cas c'est un sujet qu'on traite au sein de ce groupe de travail avec attention, quoi. On en revient à la question de la pluralité aussi, de dire, effectivement, c'est Chloé Jarry qui disait ça ce matin, qu'il y a une différence entre une commande, par exemple, pour un film où on va avoir un réalisateur qui va réaliser ce film. Voilà. Après, il y a d'autres cas de figure où c'est des auteurs qu'on va accompagner sur un projet. Donc là, on est sur une production, ça sort du cadre. Et après, des fois, il y a des artistes qui travaillent sur autre chose. Donc, il y a le cas de figure normalement de pouvoir faire aussi des commandes artistiques directes, qui est dans l'absolu possible, mais c'est pareil, c'est casse-gueule. Mais on en revient au fait de dire, il y a un prestataire, réalisateur ou autre, ou producteur qui va réaliser un film de manière, j'ai envie de dire, directe, avec quelque chose qui n'est pas forcément très créatif, etc. Il y a un auteur qui va avoir un projet qui a autre chose. Donc, comment est-ce qu'on arrive à effectivement concilier tout ça et accueillir dans l'absolu tous ces types de projets-là, cette diversité? Est-ce que la loi le permet? On le dit sur la copro, pour l'instant, non. Si, mais pas tout le temps. Voilà. Enfin, dans un cadre particulier, en fait. Mais il faut pas non plus dire on n'a pas envie qu'il n'y ait plus de marché public, on n'a pas envie de dire des projets d'un motion, ce que je disais tout à l'heure, avec quelque chose qui n'est pas forcément hyper créatif, j'en sais rien, ou dit n'importe quoi, ou une vidéo qu'on peut produire pour qui n'est pas un travail d'auteur forcément, mais c'est très, très compliqué, c'est très poreux entre tout ça. Il faut pas non plus que ça passe sur une copro. Ouais, c'est compliqué parce qu'en même temps, on est un peu schizophrène. On travaille en même temps à essayer de faire reconnaître le droit d'auteur des auteurs qui ont réalisé, par exemple, un dispositif immersif au sein d'une commande publique pour un musée. Donc, si on arrive à cette dichotomie que tu évoques, on peut tout de suite s'arrêter d'espérer un jour faire reconnaître le droit d'auteur des gens qui travaillent pour nous comme réalisateurs et qui voudraient bien être reconnus comme auteurs et pas comme pouce-bouton. On a une réaction dans la salle. Non, alors par contre, il vous faut un micro. Est-ce que Nicolas, on peut lui... Pardon, juste parce que sinon ça va pas suivre. Ah oui. C'est un sujet qui m'obsède, mais autant philosophiquement que pour faire des affaires. C'est effectivement, on vient de le souligner, le producteur fait travailler un auteur qui va rémunérer proportionnellement l'exploitation de son œuvre. Il applique le code de la propriété intellectuelle, enfin littéraire artistique, convention de Berne, tout va très bien. Donc le diffuseur ou l'acheteur n'a pas à se mêler, il peut vérifier, c'est son devoir d'ailleurs de vérifier que l'auteur sera bien rémunéré, formidable. Donc moi je n'ai pas tellement de sujet avec ce principe-là, mais j'ai un vrai sujet, j'y reviens parce qu'il est quand même important. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de s'adresser à un talent. Et ce talent-là, il n'existe pas en appel d'offres. Vous avez envie de travailler avec Jean-Michel Jarre, tiens, au hasard, vous travaillez avec Jean-Michel Jarre. Au hasard, totalement, c'est étrange. Donc, vous commandez à Jean-Michel Jarre, vous n'allez pas dire, et ce sera plus que 100 000. Et vous n'allez pas dire, je fais un appel d'offres pour demander à un compositeur de musique actuelle qui fait des expositions immersives et qui est un grand talentueux de la vidéoprojection de me faire mon machin. Maxime, qui connaît personnellement Jean-Michel Jarre, va nous répondre. Je connais personnellement Jean-Michel Jarre. Bonjour. Et c'est passé sur nos marchés, donc je sais comment ça a été monté. Ça a été monté donc, en conformité avec le code de la commande publique. Mais on a en fait un marché de production déléguée d'événements. Et par le biais de ce marché, d'ailleurs c'est un marché qui a été conclu par la direction des achats de l'État, et on lui demande d'organiser-nous la fête de la musique, on aimerait bien tel artiste, et c'est eux qui, par le biais de la sous-traitance, etc., on arrive à monter des événements
conforme à ce qu'on demande. Donc c'est se fait un peu, mais c'est ce que j'évoquais par rapport à Monde Nouveau aussi. Il y avait eu un appel à manifestation d'intérêt, et nous, on a conclu un marché de production déléguée de création artistique consécutif à cet appel à la manifestation d'intérêt, et on a produit les œuvres et rémunéré les artistes par le biais de ce marché de production déléguée. Donc c'est la solution qu'on a trouvée pour pouvoir être réactif. Et voilà, donc on s'adresse, c'est plus un marché de création, mais in fine, c'est la production, mais c'est la rémunération des créateurs. Alors, il y avait une deuxième question. Tout à fait. Sur Nicolas. fourniture-service, peut-être non, En 2 mots alors. Donc il faut toujours regarder la part prépondérante. Donc, c'est bien, ça fait 2 mots. Part prépondérante. Mais donc c'est pas anodin parce qu'on peut pas sous-traiter dans le cadre des marchés de fourniture. Donc en termes d'exécution, et puis c'est pas le même CCAG. Donc c'est pas le même. Alors là, il commence à faire des acronymes, du coup. Le CCAG, c'est notre filet de sécurité juridique. En fait, on se réfère dans chaque cahier des charges à ce document parce que dans le silence du contrat, ça va nous permettre de nous référer à ces règles qui sont plutôt très tempérées d'un point de vue acheteur. Ça va dans un bon sens de sécurité juridique de part et d'autre. Voilà. C'est des règles. Mais donc je ne sais pas si ça vous pose problème. C'est vrai qu'on doit choisir. On doit choisir l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir les deux. Non. Pardon. Voilà. Une question ici, et puis Nicolas, si tu veux le mot de la fin. Bonjour. Moi, je suis Sophie Payet. Je suis acheteuse à Paris Musée. Et alors justement, en fait, ce que vous évoquez là comme problématique est vraiment quelque chose qui nous travaille en ce moment avec le service numérique. C'est-à-dire que nous, on a des accords cadres avec lesquels on travaille sur 4 ans. Donc, on a des titulaires définis pour nous produire, concevoir et produire des dispositifs numériques. Mais en fait, quand on cherche à ouvrir les possibilités innovantes de ce que nous proposent nos agences en marché, on se pose la question de savoir comment faire pour pouvoir ouvrir un crible beaucoup plus large qui permettent à des opérateurs économiques de nous faire des propositions au-delà de ce qu'on connaît comme étant existant, etc. Et du coup, c'est vrai que là, actuellement, on est vraiment en train de se faire des nœuds à la tête, en train de se demander... Alors, on a effectivement imaginé lancer un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, pour déjà faire lever un certain nombre de propositions, en fait faire une forme de sourcing un petit peu concrètement. Et à partir de là, c'est là où après, nous, on est un petit peu embarrassés, et en ce moment, on y réfléchit avec le juridique, c'est comment, à partir du moment où on aura levé des propositions intéressantes et qu'on n'avait pas, nous, dans notre crible après l'AMI, comment on passe sur un outil d'achat qui soit légal, qui soit dans les clous. Quel est le chaînon manquant à ce moment-là, puisque de toute façon, on ne veut pas contractualiser directement avec les gens qui ont participé à l'AMI, puisqu'on pourrait être qualifié comme marché public. Enfin, je veux dire, on peut se mettre là, du coup, dans un vide juridique qui peut se retourner contre nous. Voilà. Et en passant par un marché de production délégué En fait, l'idée, si vous voulez... Parce que, en fait, nous c'est un accord cadre, un Ouais. marché subséquent. Donc, pour X projets artistiques, un marché subséquent. Alors et ça, on en c'est a ce qu'on- conclu comme ça une dizaine Alors sur... ça, c'est ce qu'on a, nous, déjà, pour nos dispositifs numériques de médiation, pour lesquels on a 5 titulaires, qu'on remet systématiquement en concurrence sur tous nos besoins. Nous, on n'en a qu'un. Un Sur, titulaire ouais. Ouais, mais en fait, l'idée, là, déjà, nous, De l'eau, c'était de... On a déjà cette possibilité d'interaction et de remise en concurrence au sein de notre accord cadre. L'idée, c'était de se dire, en fait, on répète souvent les mêmes dispositifs, et même dans nos cahiers des charges, en fait, à force d'acheter souvent la même chose, on écrit dans nos cahiers des charges, on formate et on préformate, en fait, ce qu'on attend des candidats. Et en fait, on voudrait réussir à trouver un outil d'achat et un outil de candidature pour les opérateurs économiques
qui soient un petit peu libérés de cette... Parce que nos cahiers des charges, on essaie de les faire Je crois très qu'il y a une précis. réponse à ma gauche. Alors, je pense que la solution d'un point de vue code et d'un point de vue mécanique contractuelle, c'est un truc qui s'appelle SAD, système d'acquisition dynamique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc en fait, quand on fait un appel d'offres et on va mettre des accords cadres, en fait, on va figer globalement ceux qui vont pouvoir concourir ensuite dans la mise en concurrence. Ça va rester au sein de la même famille et l'acheteur ne pourra pas aller chercher d'autres prestataires si l'objet de sa recherche correspond à l'intitulé de l'accord cadre. D'accord ? Donc en fait, l'acheteur, à travers l'accord cadre, va essayer finalement de se simplifier la vie. Il va faire un appel d'offres assez massif au départ, sélectionner les candidats avec lesquels il va pouvoir jouer pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il ne pourra pas sortir du cadre qu'il se sera lui-même, on va dire, imposé. Le système d'acquisition dynamique, c'est quelque chose qui vous permet de laisser la porte ouverte à des nouveaux entrants. Parce qu'en fait, vous allez mettre des critères d'éligibilité sur la capacité à faire, la capacité à proposer des nouvelles opérations. Et en fait, vous n'allez pas figer les titulaires avec lesquels vous allez pouvoir jouer pendant les années précédentes, puisque cette base de titulaires, en fait, va bouger en fonction des critères que vous allez mettre. Et ça vous permet finalement de faire rentrer de nouveaux acteurs et de viser, on va dire, des nouvelles solutions ou des nouvelles approches. Donc en fait, c'est un accord cadre qui est très mouvant, en fait. Donc c'est un peu lourd à mettre en place pour l'acheteur, c'est un peu plus lourd encore que les accords cadres. Donc ça se justifierait si c'était un marché directement accessible aux créa. En fait, là, mon cas, c'était production déléguée. Normalement, avec le titulaire, on s'arrange pour que la proposition aille bien, soit pour un événement, soit... On a eu des innovations d'ailleurs. Bon, en tout cas, vous voyez, pour ceux qui ne sont pas du monde, vous voyez que les acheteurs ont des débats en fonction des véhicules qui doivent être en place. Ça fonctionne comme un accord cadre à marché Voilà. subséquent, sauf que c'est plus long et qu'il peut y avoir des nouveaux prestataires qui entrent. Mais après, ça veut dire une mise en concurrence quand même assez... c'est moins limitative en fait qu'un accord cadre à marché subséquent. Il y a un numerus clausus. Oui, je suis d'accord. Donc là, ça veut dire en gros, à chaque fois, chaque marché spécifique, c'est des marchés spécifiques qu'on conclut. Mais c'est une grosse mise en concurrence. Ok, merci Maxime. Pardon, Attends, je vais juste répondre parce Stéphane, après, on décale toute l'après-midi Non, pour les gens attendre les ateliers. Non, parce que d'après. c'est important, parce que Vas-y. même en fait, quand on a imposé, on va dire, le principe des accords cadres avec les 4 ou 5 titulaires, rien ne vous empêche en fait de faire appel à leur créativité pour vous aider dans votre cahier des charges, en faisant des appels à manifestation ou des expressions de besoins très légères auprès de ces 4 ou 5 titulaires pour voir en fait comment ces titulaires se positionnent au fil du temps et en fonction de leurs propres compétences qui évoluent. Donc ça c'est pour la partie rédaction des cahiers des charges. Il y a des moments où en fait il faut faire des ballons d'essai vers ces partenaires pour qu'ils puissent également vous alimenter en réflexion et faire évoluer votre propre vision de cahier des charges. En fait, vous restez avec les 5. En revanche, c'est eux qui vont vous aider à évoluer, à vous adapter. Et ça, c'est pareil, c'est dans le code, vous pouvez faire ce que vous voulez. Merci Stéphane. Nicolas, la question de la fin. En fait, ma question, c'est un petit peu similaire à celle qu'on vient d'entendre, c'est sur l'AMI et son fonctionnement, et surtout sur la deuxième partie en fait, de l'AMI, c'est-à-dire que quand on lance une appel à manifestation d'intérêt, on a un certain nombre de candidats qui viennent faire des propositions. Et donc la question c'est, une fois qu'on a eu ces propositions et qu'on a identifié des projets, ou en tout cas des solutions qui nous conviennent le mieux, quelle est la deuxième phase justement? Donc c'était un peu la question. Est-ce qu'on repasse un marché? Est-ce qu'on rédige un nouveau cahier des charges en favorisant le candidat qui nous a le plus plu, qui est un petit peu bon, voilà. Voilà, enfin c'est un peu ça la deuxième question. Ouais, donc, à l'issue de l'AMI, en l'occurrence Monde Nouveau, il y a eu un choix de projets, une liste de projets. Et nous, en parallèle de l'AMI, de l'instruction de ça s'appelle la manifestation d'intérêt, on a conclu un marché, donc un accord cadre à bon de commande et à marché subséquent en 2 lots. Donc les lots, c'était déterminé en fonction des disciplines artistiques.
Et donc sur les propositions qui nécessitaient une prise en charge et une production, on les a pris sur nos marchés. Et donc il y avait d'abord une étude préalable de faisabilité où on consolidait les budgets, etc. Et juste après, ça passait au stade de la production. Une fois qu'on avait l'étude, les budgets finalisés, tout le projet bien défini, et on demandait une proposition au titulaire pour produire l'événement, donc avec la rémunération aussi de l'artiste inclus dans le projet. Ouais, Et donc il y a eu un gros appel d'offres, on a eu 5-6 réponses. Donc les titulaires, c'est l'agence Eva Albaran et Arter. Et voilà, ça a l'air de bien fonctionner en fait. D'accord. Quand on est sur des critères essentiellement créatifs, l'aspect comment ça se créatif, passe il a été apprécié dans le cadre de l'AMI. Un appel d'offres pour produire les événements, pour faire la conséquence de l'AMI, pour produire les événements. C'est les artistes qui ont répondu à l'AMI ou c'est les producteurs? C'est les artistes qui répondaient à l'AMI. Et après, notre marché à nous, c'est des agences qui produisent les œuvres et les performances. Voilà. Donc oui, tu te crées un cadre qui te permet derrière donc là, de piocher, de produire ce qui ressort de l'AMI. Où là, par contre, tu commandes. C'est-à-dire que le producteur, tu l'as choisi avec ce marché, et derrière, par contre, tu es resté dans le cadre du marché. C'était une publication qui a été publiée. Derrière, tu as pu lui dire, on veut travailler donc avec ces réponses de les lauréats de l'AMI, voilà. Donc par discipline, vous avez ça dans votre marché. Et bon. C'est un peu innovant, mais c'était une manière aussi de traiter une masse peut-être de candidatures qui n'était pas. Oui, donc ça veut dire tu peux imaginer qu'effectivement un musée fasse un accord cadre de production exécutive à l'année, ou sur plusieurs années, sur des projets artistiques, etc. Et que tous les ans ou tous les 6 mois ou tout ce que comme tu veux, tu fais des AMI auprès d'artistes etc. Et ça rentre après dans ce marché-là, d'accord. Et le choix de l'AMI, c'était pour alléger aussi le dossier de réponse en fait, des candidats. Est-ce que Nicolas, on prend une dernière question-réaction ou est-ce que ça... une petite dernière XE, une réaction de notre collègue X maître producteur swing digital PXN Expo. Merci Laurence. En fait, la question rebondit sur la proposition au départ qui rentre dans les grands principes de la commande publique qu'a présenté Maxime sur les critères objectifs. Et c'est vrai qu'on tourne, j'ai l'impression, autour de ces critères objectifs qui doivent répondre qui répondent à ces principes avec les critères subjectifs, créatifs des propositions qu'on fait. Et il me semble que la réponse qui est apportée là, c'est de séparer ça sur ce qui serait flottant et une AMI d'un côté, enfin un AMI d'un côté, et de l'autre côté, en fait, un appel de production où finalement c'est le producteur qui, lui, sur des critères objectifs, va reprendre les choix créatifs qui sont là. Est-ce que c'est vu de l'extérieur une entourloupe quelque part, on se débrouille pour malgré tout faire un choix subjectif, créatif sur la création. Et de l'autre côté, en fait, on fait un choix objectif et on associe les deux. En fait, il y a un lien qui est fait par ailleurs qui permet de réaliser la commande qu'on voulait faire au départ. C'est sûr que c'est difficile d'objectiver le subjectif. Donc, pour avoir instruit quelques procédures dans le domaine artistique, c'est pas évident. Et donc là, on n'a pas eu... c'était les délibérations d'un jury. C'est passé en dehors de la sphère commande publique. Voilà, donc en effet,
C'était quoi la question exactement En fait, Ouais, la question, c'est est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est un truc déguisé voilà. Mais finalement, moi, je te rejoins, XO, parce qu'il y a vraiment. C'est pas parce qu'on a un bon producteur qu'on a forcément les bons talents sur ce projet-là et à un temps donné. Et c'est pas parce qu'on est un super artiste qu'on va avoir des capacités techniques de producteur. Donc, typiquement, cette espèce de double entrée, je trouve, est hyper intéressante à manipuler, notamment pour vous et puis notamment pour les opérateurs économiques également. Je pense que on va se dire salut. On a identifié quelques ressources qui peuvent vous être utiles quand vous êtes perdu, que vous ne savez pas, à part le 06 de Maxime ou de Stéphane, mais je ne vous les donnerai pas. Donc le guide de l'association des scénographes sur les guides des bonnes pratiques projet d'expo, qui est en ligne sur le site de l'association des scénographes. Ce petit guide qui a l'air tout bête, mais qui est édité par l'État, donc on peut y aller sur les marchés de moins de 40 000 euros, qui recense et récapitule ce qu'évoquait tout à l'heure Maxime, qui est intéressant. Quelque chose d'un petit peu plus dense, plus ancien aussi, 2014, mais j'ai pas trouvé d'édition plus récente. Malheureusement non, mais voilà. C'est vrai que c'est un super travail. Ça serait bien que ça existe à nouveau, mais non, il n'y a pas. Bon, ça fait 158 pages. Il y a eu ordonnances et décrets depuis, puis code de la commande publique, donc ça devient de moins en moins d'actualité. D'accord, je le supprime ? Non, on le garde pas. Non. Et un petit crush de fin de presse, parce qu'en vidéo ça passe mieux. Il s'appelle Décodeur public et c'est beaucoup plus digeste. Et puis quand on voit le nombre de vues, on voit bien que ça pose question quand même, ces choses-là. Si vous avez un problème, nous on n'a pas la réponse immédiate, mais comme vous avez remarqué, on connaît 2-3 personnes qui peuvent nous aider. Cette adresse mail help@pxn.fr, elle est là. Si vous voulez les refs des guides, sauf celui qui est sur année, vous nous écrivez un petit mot là et on peut vous envoyer cette presse. Si vous avez une question un peu plus pointue, si vous voulez revenir sur le sujet, Sophie, un peu plus, etc., n'hésitez pas. Il y a du monde derrière. Il y a Jérôme d'ailleurs derrière cette adresse. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Stéphane. Merci Sylvie.